Alors, bienvenue à tous sur le podcast Opération Reconstruction. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Dr. Éolie Delisle, résidente en ORL à l'Université de Montréal, pour nous parler des fondements chirurgicaux, soit les 2 premières années de résidence quand on marche dans une spécialité chirurgicale. Donc, Éolie, merci d'avoir accepté de venir à notre podcast. Mais merci pour l'invitation, c'est super apprécié. Est-ce que tu voudrais commencer par nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Dans le fond, mon parcours, moi, je suis arrivée du cégep, donc j'ai directement transigé en médecine à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait mes 5 années. Puis, dans le fond, dans mon préclinique, j'ai découvert que j'aimais beaucoup la chirurgie puis tout ce qui était procédural. J'avais fait quand même certaines journées d'observation. C'est sûr qu'il faut se ramener à la COVID. Là. Nous, ça a vraiment impacté là, notre parcours, si on veut. Donc, ça m'avait un petit peu enlignée à faire des journées d'observation, puis ensuite de ça, à voir que j'aimais un peu plus la chirurgie. Puis là, quand je suis arrivée à mon externat, j'avais un petit peu choisi des stages à option là, qui étaient en ce sens-là. Puis ça a vraiment été confirmé. Là. J'avais fait comme bac-à-bac obstétrique, gynécologie, puis ensuite de ça, chirurgie générale, trauma, que j'avais vraiment adoré. Donc, après ça, j'avais poursuivi là, dans mes champs d'intérêt, là, qui étaient l'ORL, plastie, chirurgie générale. Donc, voilà. Puis ensuite, après l'externat, bien sûr, à la fin, il y a le match. Donc, comment étaient tes attentes versus la réalité, en fait, du processus pour toi? Pour le match, ça, pour le Carms? Oui, exact. Ben, en fait, je pense que c'est comme tout le monde le dit, là, c'est quand même, c'est un once in a lifetime, là. C'est quelque chose qu'on ne revivra plus et j'en suis quand même vraiment reconnaissante. C'est quand même beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps. C'est vraiment pendant une année, tu as ça qui te joue un peu dans la tête, mais tu sais, au même moment, ça te permet de vraiment comme grandir, de réfléchir un peu sur la personne que tu es, sur qu'est-ce que tu aimes, sur qu'est-ce que tu dois faire plus tard. Donc, je trouve que c'est un bon processus pour ça. C'est sûr que, bon, il faut pédaler quand même fort, là. Il y a beaucoup d'étapes, il ne faut pas manquer les échéanciers. Mais qu'est-ce qui est le fun, je trouve, c'est surtout de le faire avec tes amis, de le faire avec les gens qui comptent pour toi, de te sentir vraiment bien entouré, puis que ces personnes-là puissent comprendre aussi là, le processus dans lequel tu es, qui est quand même assez différent là, des gens qui sont peu connaisseurs, en fait, du parcours en médecine ou de comment ça fonctionne pour appliquer à la résidence. Fait que de bien s'entourer, je pense que c'est vraiment la clé. Puis ça va bien se faire là, pour tout le monde. Puis après, est-ce que tu as trouvé que l'intégration à ton programme était difficile? Comment... Ben, en fait, le programme là, en ORL à l'Université de Montréal est vraiment excellent, là, puis vraiment génial. J'adore mes co-résidents. Je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Là. C'est sûr qu'on finit tout d'abord notre médecine. C'est comme la chose la plus importante. On clôt, on boucle la boucle. Ensuite de ça, on profite d'un bel été avant de commencer là, en résidence, là, parce qu'on se le fait dire, ça va quand même être des grosses années, très chargées. Beaucoup de travail à faire, beaucoup d'heures d'études, peu de temps pour bien dormir, reposer. Mais ça s'est vraiment fait, je trouve, de manière relaxe, puis quand même bien, là, l'intégration, puisqu'on avait une équipe qui était vraiment supporteur. Puis, ben, j'avais des super bons co-résidents là, avec qui je pouvais vraiment discuter si j'avais des questionnements ou si genre, je voulais juste me confier ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, je trouve que ça s'est bien fait. Puis aussi, ben, la manière que ça fonctionne, nous, c'est qu'on a un bootcamp d'ORL. Il y a plusieurs programmes, en fait, en chirurgie qui ont ce genre d'immersion-là là, pendant leur premier mois de résidence. Donc, nous, c'est un premier mois là, que c'est vraiment... on fait comme le tour de tous les milieux en ORL, ce qui est quand même vraiment le fun là, parce qu'on voit toutes les équipes. Fait qu'on voit toutes les équipes de patrons, toutes les équipes de résidents qui travaillent, les équipes d'infirmières et tout ça. On peut se familiariser avec les milieux si on n'a jamais été vraiment à l'Université de Montréal ou jamais été dans certains hôpitaux. Donc, puis en même temps, ça nous permet de vraiment tous se rencontrer ensemble, là, les R1. À la fin, on avait fini avec un souper, là, puis ça avait comme vraiment bien clos là, ce mois-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis ça c'était le pace, si je peux dire, là, pour le restant de l'année. Et est-ce que ce bootcamp, c'était plus de l'observation ou est-ce que vous faisiez des techniques aussi? En fait, c'était vraiment un stage normal. Fait OK. qu'on a commencé, dans le fond, la première semaine, ça, c'est bon pour comme tous les résidents 1 là, de chirurgie. On fait partie du programme des fondements chirurgicaux. Donc, cette première semaine-là, pour nous, en fait, c'était des cours qui se donnaient. Fait que, par exemple, les urgences en chirurgie cardiaque, les urgences en chirurgie orthopédique ou autres, là, on faisait vraiment toutes les spécialités. Fait qu'il y avait des professeurs qui nous donnaient ces cours-là pendant toute une semaine. Puis ça, c'était vraiment dans le but de comme nous outiller pour la garde. Parce qu'à l'Université de Montréal, on fait des gardes de départements de fondements chirurgicaux. Donc, on couvre vraiment tous les départements de chirurgie,
sauf quelques exceptions. Donc, il faut quand même si par exemple, j'ai matché en ORL puis que je suis résidente en ORL, la première année, je vais quand même toucher à tout. Je vais avoir des cas de patients qui sont de chirurgie vasculaire ou qui sont en urologie. Fait que avoir ces cours-là, ça nous donnait un petit peu plus confiance. On avait un peu ça sur quoi se rattacher, là, puis pouvoir lire là, si jamais on avait des questions. Puis ensuite de ça, on enchaînait 3 semaines différentes. Fait qu'une semaine à Sainte-Justine, une semaine au CHUM, puis une semaine à HMR. Fait que c'était vraiment des stages là, comme normal. On s'introduisait à l'équipe, on allait autant en salle d'opération qu'on était en clinique. Donc, c'était vraiment... on faisait vraiment de tout. Puis est-ce qu'il y avait des moments marquants, justement, dans dans ce premier mois-là? Mais je pense que qu'est-ce qui a été le plus marquant, ça a vraiment été de rencontrer toute notre gang de R1, si on veut, parce que c'est vraiment comme, c'est mes co-résidents pour les 5 prochaines années. Puis, c'est des personnes qui sont vraiment incroyables, que j'ai vraiment du plaisir avec eux. Fait que ça a vraiment permis de tisser des liens parce que si c'est pas de ce stage-là, bien malheureusement, vu qu'on est comme dans la même année, on n'aura pas vraiment de stage ensemble, ou du moins dans notre résidence. Peut-être que ça va arriver plus tardivement, mais par exemple, si on est en train de faire des stages surspécialisés, pendant que moi, mettons, je suis en oreille ou que mon autre co-résident, lui, est plus en sinus, bien, on va pas se croiser nécessairement beaucoup en stage comme on est dans la même année. Fait que le fait d'avoir fait ce stage-là, tout le monde ensemble, ça a permis de vraiment comme souder, serrer notre équipe, de se rencontrer, de savoir un peu qu'est-ce qu'on aime, puis les atomes crochus qu'on a entre nous. Là. Fait que pour moi, ça a surtout été ça, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu ce mois-là avec eux. Puis, est-ce que moi, je me demande là, à quel point on voit les autres résidents des autres programmes là, dans les fondements chirurgicaux. Là. Bien, en fait, on les voit quand même beaucoup. Puis ça a été quelque chose de vraiment le fun, je trouvais, parce que ça change un peu tes amitiés ou ça t'en fait connaître des nouvelles. Par exemple, à chaque vendredi, en fait, on a des cours. Donc, c'est les après-midi là, des vendredis. Fait que ça nous permet vraiment de, comme tout le monde ensemble, on est 28 là, au total. Donc, de tout le monde ensemble, là, sauf certaines exceptions, par exemple, si on est en vacances ou si on est en congrès ou autre, bien, on est tous là, puis ça nous permet de se rencontrer, de se connaître. Puis, tu sais, au final, on va tous finir par être des collègues et à faire peut-être des chirurgies conjointes ensemble ou à gérer des cas conjoints. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment le fun pour ça, là, d'avoir les fondements chirurgicaux. En plus qu'on a un mois, là, une des périodes là, durant notre année, c'est les fondements chirurgicaux. Fait qu'on a des cours comme à tous les jours, même on a certaines techniques. Fait que ça permet vraiment de faire d'autres amitiés. Puis je trouve que c'est bien parce que non seulement il faut que tu aies des amitiés à l'intérieur de ton programme pour te soutenir, mais c'est le fun aussi des fois de pouvoir avoir des amis quand tu es sur tes gardes ou qui vivent pas nécessairement la même chose que toi, mais qui comprennent par quoi tu passes parce qu'eux, ils le vivent, mais genre un petit peu différemment. Fait que pour moi, c'était bien d'avoir ça. Puis je me suis fait des super bonnes amitiés là, qui vont, selon moi, perdurer là, pour longtemps. Puis, par exemple, une journée type d'une résidente en R1, R2 dans un fondement chirurgical, ça ressemble à quoi? Ça, c'est quand même une question vraiment large parce que comme toutes les spécialités, en fait, même moi, là, je peux pas me prononcer sur certaines spécialités. J'ai jamais été, par exemple, en stage de chirurgie cardiaque. Mais de base, si je prends pour moi, là, par exemple, pour avoir fait certains stages, là, parce en fait, notre première année, on a différents stages là, au courant de comme nos fondements chirurgicaux. Là. Fait que moi, par exemple, j'ai fait neurochirurgie, j'ai fait anesthésie, j'ai fait chirurgie thoracique, soins intensifs, chirurgie trauma, là, qui sont hors de l'ORL. Donc, en général, là, je dirais là, qu'en chirurgie, on va commencer, selon les services, bien évidemment, là, entre comme 6 heures, 7 heures, d'où dépendant des services, vraiment, puis de la charge de travail. On va tourner soit ensemble, en équipe, ou avoir une rencontre multidisciplinaire après avoir comme tourné nos patients. Après ça, là, c'est vraiment, ça dépend des activités cliniques. Fait que des fois, souvent, il va y avoir plusieurs salles d'op dans la même journée. Il peut aussi y avoir des patrons qui font des cliniques de salles d'op mineures, qu'on appelle, donc des plus petites procédures, comme moins invasives. Puis aussi avoir de la clinique. Puis aussi toujours les fameuses consultes, puis avoir la pagette. Là. Je pense que ça, c'est la chose qui est vraiment comme dédiée aux juniors, là, d'avoir la pagette. Donc, puis c'est quand même une bonne... c'est quand même bien à avoir là, de ce skills-là, là, savoir gérer la pagette, là, si je peux dire, là, parce que c'est de savoir gérer, OK, quel
consultation est plus importante qu'une autre, laquelle aussi que je dois prioriser, puis le délai dans lequel je dois le faire, savoir aussi parler avec toute l'équipe médicale pour bien coordonner ça. Des fois, il faut amener les patients en clinique. Par exemple, en ORL, on a besoin d'un microscope, on a besoin d'une caméra, fait qu'il faut coordonner ce transport-là du patient, en parler avec le médecin. Bref, il y a comme plusieurs choses qui viennent avec ça, puis je vois vraiment la différence entre moi qui était au départ avec une pagette, puis que là, elle commençait à sonner, puis je voulais juste comme crier parce que je comprenais pas comme quoi faire, à maintenant, je suis quand même plus autonome, je sais quoi faire avec ça, je sais les personnes ressources avec qui aller parler pour chacun des patients. Fait que je trouve que c'est quand même un bon apprentissage qu'on a au courant du R1. Fait que c'est pas mal ça, je dirais. Puis à la fin de la journée, tout dépendant du nombre de patients qui ont été opérés ou si on a eu des consultations ou autres, ou s'il y a des patients qui se sont détériorés sur les tâches, bien, des fois, il faut aller faire une contre-tournée. Elle peut être plus ou moins longue. Puis c'est pas mal ça, là, je dirais. Fait que ça peut finir là, vers entre 5, 6, 7 heures, tout dépendant. Là. Même là, des fois, il y a des chirurgies qui sont beaucoup plus longues et qui vont finir peut-être à 9 heures. Fait que c'est vraiment très, très, très variable et ça dépend des milieux, ça dépend des spécialités, ça dépend des journées, ça dépend des types de salles d'op. Mais grosso modo, je dirais que c'est Justement, en parlant des premières gardes, est-ce que tu trouves que, comment dire, est-ce que tu trouves que dépendamment du stage, des fois, la façon de prioriser différentes consultations est différente? Je sais pas si la Euh, question est claire. Bien, je pense que pour chaque stage, ils ont leur type de consultation. Puis au départ, je pense que c'est une des choses qu'on apprend rapidement, c'est OK, bien, dans ce stage-là, je vais souvent me faire appeler pour ça. Fait que là, tu n'hésites pas à parler avec tes seniors pour savoir, hey, ça, là, à quoi tu penses? Là? Quand on t'appelle pour ça, là, tu trouves que c'est quoi les affaires les plus importantes à demander comme question? Puis quand c'est ça, qu'est-ce que vous faites? Puis quand c'est plus ça, qu'est-ce que vous faites? Parce que généralement, on a toujours comme un peu un pattern, là. Ah, avec les patrons, on fait ça généralement. Puis, tu sais, on ne trouvera pas ça dans les livres, là. Tu sais, c'est vraiment comment on fait dans la vie courante, là, si je peux dire. Fait que je pense que c'est surtout ça, puis c'est de s'adapter à chacune des consultations. Fait que je pourrais pas dire nécessairement comme, il y en a une qui est plus prioritaire qu'une autre. C'est sûr que, bon, les signes vitaux qui vont pas bien, ça, c'est toujours prioritaire. Un laboratoire aussi, il y a un ECG ou, tu sais, vraiment des signes vitaux, là, ou des symptômes là, qui sont vraiment basés là, sur comme l'aspect vital du patient, ça, on n'y aille jamais. Mais sinon, là, pour chacune des surspécialités, là, c'est vraiment juste bien de comme, s'informer à nos seniors, puis s'informer au patron. Puis après ça, honnêtement, ça rentre tout seul là, pour les prochaines semaines de ton stage. Ouais. Puis ça a quand même l'air un peu overwhelming, toute la quantité de comme, nouvelles affaires à gérer, autant dans les responsabilités que comme comment ça fonctionne sur une unité. Est-ce que tu trouves que l'adaptation de l'apprentissage fait quand même rapidement parce qu'on est dans le bain ou des fois c'est un peu plus compliqué? Là? Mais moi, je pense qu'à la base, on est quand même des personnes qui sommes capables d'apprendre quand même assez rapidement, là, vu juste la quantité de matière qu'on a apprise en médecine, puis même pendant nos stages. Fait que je pense qu'en général, on a des bonnes équipes qui savent un peu nous encadrer pendant les premiers jours, voire premières semaines de stage, pour vraiment nous guider puis savoir c'est quoi qui est le plus important. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun à l'Université de Montréal, c'est qu'il y a vraiment une ambiance de travail qui est vraiment positive, là. Fait que je me suis jamais sentie mal de demander une question à un patron ou à un autre résident pour avoir son input. Puis je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes, là, être capable de reconnaître ses limites ou savoir qu'est-ce qu'on connaît pas pour mieux aider les patients, là. Fait que moi, je pense que c'est ça. Mais c'est sûr qu'au départ, tu arrives chez toi, tu es vraiment fatigué parce que tu as pensé à mille et une choses qui, au final, quand tu deviens de plus en plus senior, ben il y a des problématiques qu'au départ, tu devais vraiment te creuser la tête pour essayer de comprendre. Puis finalement, ben là, tu en as tellement fait où tu comprends mieux la pathologie puis comment que les patrons y pensent derrière que ça se fait beaucoup plus smoothly, là, si je peux dire. Puis ta charge mentale a diminué grandement. C'est sûr que c'est ça, dans tes 2 premières années, tu es quand même là, en train de faire un petit peu partout. À quel point tu vois de l'ORL? Là? C'est quoi, mettons, dans l'année 1, l'année 2, combien de semaines ou de mois, mettons? Fait que l'année 1, du moins pour ORL, on a comme 3 stages cliniques. Si j'exclus le bootcamp du début de l'année, qui était quand même un stage clinique, mais qui était comme plus découvrons l'ORL et découvrons les milieux et apprenons à se connaître, là. Fait qu'il y a quand même ce stage-là. Puis, entre R1 et R2, là, tout dépendant de l'année que tu
vas avoir un stage d'anatomie à Trois-Rivières. Fait que ça, si on veut le rentrer dans un stage d'ORL, ben ça peut compter. Puis, on a 2 stages au CHUM, puis un stage à Sainte-Justine là, en ORL pédiatrique. Fait que ça, c'est pas mal pour moi cette année. Le reste, c'est vraiment tous des stages ectopiques. Puis pour de vrai, moi, j'ai vraiment adoré tous mes stages ectopiques, là. Je trouve qu'ils sont vraiment tous pertinents. Je trouve que les pathologies sont intéressantes puis ont vraiment comme un lien quand même, des fois direct ou non, avec l'ORL. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les patrons, ils savent exactement comment te guider puis te dire, hey, ça, c'est vraiment important pour ta pratique future. Va voir ce cas-là en salle d'opération ou va à cette clinique-là de tel patron, c'est super pertinent pour toi. Puis au final, ils ont vraiment raison, puis ça te permet vraiment de comme voir une différente perspective, une différente manière de traiter les patients. Fait que je trouve que c'est vraiment tous des stages qui étaient super pertinents. Puis ensuite de ça, lorsqu'on passe à AR2, nous, en ORL, si je ne me trompe pas, c'est 6 mois qu'on va faire en ORL là, dans les différents milieux. Là. Mais là, je ne sais pas c'est quoi la répartition parce que je n'ai pas encore vu mon horaire. Puis je sais qu'on a 1 mois encore de nuit, mais qui est en soins intensifs. Puis ensuite de ça, nous, on a comme 6 mois de recherche collée qui nous permet de vraiment se dédier là, à la recherche, qui est quand même un objectif là, à atteindre pendant la résidence. Puis il y en a plusieurs aussi qui font comme un double parcours, là, fait qu'avec une maîtrise ou avec autre chose là, pendant ces 6 mois-là. Ça, c'est-tu juste en ORL ou c'est vraiment tous les programmes de Tous les chirurgicaux? programmes, je sais qu'ils ont des périodes dédiées à la recherche, si je ne me trompe pas. Mais nous, en ORL, ils ont fait le choix de comme les coller ensemble, puis de peut-être ajouter, donc enlever certains stages à option pour les dédier à des stages en recherche. Donc, ils nous permettent vraiment de faire un 6 mois. Je ne sais pas s'il y a d'autres programmes nécessairement là, qui ont ça, mais je sais que c'est vraiment apprécié là, de notre côté. Là. Sinon, au-delà de justement les 6 mois de recherche, est-ce que vous avez des activités comme des journaux club ou des choses qui se font aussi au courant des stages cliniques? Oui, donc nous, en fait, en ORL, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a des journal clubs ou des grand rounds qui ont lieu à chaque lundi, à chaque 2 lundis, en fait. Donc, nous, on n'a pas de présentation durant la journée. Là. Je sais qu'il y a certains stages que, tu sais, les matins, des fois, il y a la rencontre scientifique ou des choses comme ça. Nous, ça se passe vraiment le soir, puis c'est sur Zoom. Puis, on présente à des patrons, puis c'est vraiment ouvert, je pense, à tous les patrons ORL, là, presque au Québec, là, si je ne me trompe pas. Puis, on a comme une grille là, qui est divisée là, entre les résidents. Puis, au début de l'année, on a comme entre 3 et 4 journal clubs à faire, là. Puis des fois, c'est des journal clubs qui nous sont donnés là, avec un sujet ou un article qui est déjà comme prédéterminé. Puis ensuite de ça, les patrons ils peuvent nous aider si on a des questions. Ou les grand rounds qui sont souvent, lorsque tu es en stage, tu peux voir des pathologies ou tu peux voir des cas qui étaient comme intéressants. Tu en parles avec le patron qui était attitré à ce patient-là. Puis ensuite de ça, on peut faire comme un grand round, c'est vraiment plus donner un cours qui est un petit peu plus extensif, là, durant environ comme une trentaine de minutes. Puis on présente là, pendant ces journal clubs-là. D'ailleurs, c'est super intéressant. Là, puis vous êtes la bienvenue, là, les étudiants en médecine, là, à vous connecter là, en Zoom à ça. Là. Ça peut vraiment être des sujets très pertinents. Puis, est-ce que tu dirais quand même que faire de la recherche au préclinique ou durant l'externat, ça aide quand même justement à comme, s'adapter à ce genre de recherche, ce genre d'activité-là rendue à la résidence? Bien, je dirais que c'est sûr que d'en avoir déjà fait, au moins, tu sais un peu c'est quoi ce monde-là. Tu sais, comme ça fait moins peur parce que tu sais c'est quoi lire un article. Tu sais, je sais qu'on a tous eu un cours, là, mais puis, tu sais, quand on fait un cours, c'est sur des articles qu'on n'a pas nécessairement choisis ou qu'on a peut-être moins d'intérêt. Fait que ça rentre comme un peu moins, on s'approprie moins le travail. Mais quand on prend un article sur un sujet qu'on trouve intéressant, bien là, on va plus être porté à vouloir le décortiquer, à bien vouloir le comprendre, à vraiment l'analyser là, d'une manière statistique, là, si on veut. Fait que moi, je trouve que c'est quand même intéressant là, de pouvoir faire de la recherche quand on est au préclinique parce que ça nous permet de vraiment se familiariser juste avec comment ça fonctionne la recherche. T'sais. C'est quoi le rôle de chacun dans un projet? Comment on fait une demande à l'éthique? Comment on rédige un papier? Comment on fait une revue de la littérature? C'est quoi les différents types de papiers qu'on peut faire? Comment on présente dans un congrès ou dans une conférence? Comment on va chercher les datas? Fait que tout ça, je trouve que c'est vraiment des apprentissages comme
important à aller faire. Puis, parce qu'après ça, au final, pendant la résidence, c'est comme attendu là, de faire, même je pense que c'est un critère là, de la résidence, de faire certains projets de recherche. Je pense pas que c'est obligé d'en faire une tonne non plus, mais juste d'en faire comme un petit peu. Fait que c'est le fun d'avoir quand même déjà eu, soit avoir été dans une équipe de recherche ou avoir eu des résidents avec qui vous avez déjà travaillé, qui vous ont un peu familiarisé avec tout ça. Pour, après ça, quand vous arrivez résident, bien, vous avez déjà plus comme confiance, vous savez un peu où est-ce que vous en allez, puis bien, voir aussi la recherche d'un bon œil, je pense que c'est le fun parce que c'est quand même quelque chose qu'on va lire à tous les jours puis de notre vie là, pendant notre carrière. Là. Toutes les guidelines, ça évolue, puis il faut lire des nouveaux papiers, puis les nouveautés, il faut rester à jour. Fait que je pense que comme avoir un intérêt puis être capable de bien lire, ça peut toujours aider n'importe quel clinicien au final. Puis est-ce qu'il y a quand même beaucoup de congrès, de présentations que même, mettons, les résidents juniors sont invités? Comment ça marche, mettons? Pour l'ORL, ça? Ou, Oui, mettons pour. Bien, pour ORL, je dirais, il y a toujours le congrès là, québécois, qui est quand même vraiment un super beau congrès. Puis il y a vraiment comme toutes les universités qui sont là, les résidents, les patrons, puis ça se déplace là, d'année en année. Là. Cette année, par exemple, c'était à Charlevoix, là, c'était vraiment une super hôtel, puis c'est vraiment le fun. Puis généralement, c'est comme 2 jours de présentation, une soirée. Fait que ça permet non seulement de rencontrer les gens, puis de leur parler, de leur faire savoir un peu que vous avez un intérêt pour ça, les rencontrer aussi dans un mode un petit peu plus comme ludique lors de la soirée, puis aussi de voir des présentations, puis savoir un peu c'est qui fait de la recherche, puis si jamais vous voulez vous introduire, bien, c'est une super opportunité. Puis sinon, je sais qu'il y a plusieurs groupes d'intérêt là, qui commencent à faire des conférences, ça peut vraiment être intéressant. Puis n'importe quand que vous voyez quelque chose passer, vous pouvez toujours en parler avec votre directeur de recherche. Puis, généralement, ils vont vous encourager à vouloir faire des présentations si vous avez trouvé un congrès intéressant. Ou même eux, ils vont pouvoir vous suggérer là, un congrès. Là, fait que des fois, là, juste ce travail d'équipe-là, ça permet de déboucher sur des belles présentations. Et justement, donc, avec la recherche et avec juste le début de la résidence, il y a beaucoup de nouvelles responsabilités qui se rajoutent. Donc, comment est-ce que tu fais pour justement gérer la fatigue et gérer juste toutes ces nouvelles responsabilités et cet horaire qui est quand même assez chargé? Mais je pense que c'est quand même important de toujours se garder un certain moment pour soi. Donc, puis quand je dis le garder pour soi, c'est littéralement de le mettre à l'horaire. Parce que s'il n'est pas dans l'horaire, ben c'est facile de le tasser. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne, je trouve. Puis aussi de comme respecter son horaire de sommeil. Là. Si on est une personne qui a besoin de plus de sommeil, ben faut quand même savoir que ben, tu en auras besoin de ce sommeil-là, puis ça va te permettre d'être beaucoup plus fonctionnel durant la journée, puis de peut-être mieux étudier, puis d'être plus performant le soir quand tu reviens chez toi. Mais vraiment, garder un peu des activités qui vous font du bien. Si vous savez de faire une course à chaque fois que vous reveniez de l'hôpital, bien, faites-la encore, cette course-là, parce qu'elle est importante pour vous. Si pour vous, c'est d'aller faire comme de la méditation ou d'aller promener votre chien, de faire des biscuits avec votre grand-maman à la fin de semaine, je pense que c'est quand même important de garder là, des petits plaisirs. Là, parce que sinon, il y a toujours plein de travail qui peut arriver. Il y a toujours des gens qui peuvent vous en donner plus. Mais je pense que c'est important aussi de s'accorder du temps à soi, puis dans des activités qui vous font du bien, puis avec les personnes qui vous font du bien. Puis là, tu as parlé d'étudier. Y a-t-il des examens mettons, outre là, que je pense que vous avez un examen à passer pour les fondements, mais comme à part Oui. ça, est-ce qu'il y a des examens, je sais pas, à chaque semaine? Comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment des programmes. En ORL, en R1, pardon, on a 2 examens. Fait que, par exemple, on a un examen d'anatomie, qui est comme vraiment basé sur comme toute la matière d'anatomie d'ORL. Fait qu'on se fait proposer là, quelques manuels, là, mais en général, c'est vraiment, tu étudies l'anatomie tête et cou, oreilles et tout compris, là, si on veut. Puis on a un examen là-dessus. Puis ensuite de ça, on va avoir un autre examen, mais qui est plus sur la physiologie de l'ORL. Fait que généralement, on a comme de l'aide de nos seniors là, pour un peu comme nous guider, nous dire « Ah, ce manuel-là était vraiment bon. » Puis comme, important de bien étudier pour ça. Même chose pour physiologie. Ah, j'ai fait des cartes pour ça, fait que ça peut t'aider. Comme pour ça peut nous guider, mais dans le fond, pour notre programme, on a des examens. Je sais qu'il y a d'autres programmes aussi qui ont des examens, mais le but à chaque fois, c'est vraiment de juste prendre un moment, là, bloquer un moment dans l'horaire pour comme apprendre, parce que tu peux pas juste toute ta résidence comme remettre ça avant l'examen final, là, comme qui est le Collège Royal, parce qu'on entend que c'est vraiment comme
beaucoup de travail. Puis, tu sais, si on veut vraiment consolider, puis aussi, ça nous aide. Là. Tu sais, moi, par exemple, j'étudiais mon examen d'anatomie pendant que j'étais en examen en stage d'ORL. Puis, tu sais, je le voyais, là, comme j'allais en salle d'opération, puis je connaissais beaucoup plus là, les méthodes, là, dans le fond, chirurgicales, juste parce que j'avais bien étudié mon anatomie. Fait que ça m'avait comme vraiment aidé. Puis sinon, ben, je dirais qu'on a aussi l'examen des fondements chirurgicaux là, qui arrive, qui est généralement en début de R2. Là. Fait que ça peut arriver soit au mois de septembre, au mois d'octobre. Puis ça, c'est basé sur nos cours là, qu'on a là, à chaque vendredi. Ben, on voit un peu la matière surtout. Là, le directeur de programme, là, il a vraiment comme organisé un super belle grille horaire. Puis il nous a donné des patrons qui nous donnent des cours sur vraiment tout pour tout couvrir. Puis généralement, on prend un petit peu de moment off là, pour étudier avant ça, mais c'est généralement ça. Puis je pense que tout au long de la résidence, on continue à avoir des examens. Je pense que c'est la même chose pour tous les programmes. Et justement, cet examen sur les fondements chirurgicaux, est-ce que c'est un examen théorique ou est-ce qu'il y a aussi une partie pratique? De ce que j'en sais, je crois que c'est juste théorique. Mais vraiment, je sais pas. J'ai comme laissé ça pour plus tard. J'ai pas encore pensé à cette étude-là. Tu sais, oui, je vais à mes cours puis je m'assure de comme avoir bien compris, mais j'ai pas encore commencé à m'y mettre là, pour vrai. Mais je sais que c'est sur 2 jours, l'examen. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une partie qui est théorique et qui est pratique. Je pense que c'est vraiment juste théorique à valider. Je vous en donnerai des nouvelles en septembre. C'est ça. Tu dirais que les gardes, ça ressemble à quoi durant les fondements chirurgicaux? Puis après, en ORL, une fois que tu deviens R3, est-ce que ça change? Là, c'est sûr que rendu R3, là, c'est quand même dans 2 ans. Mais pour ce qui est des gardes de fondement, honnêtement, généralement, ça dépend si tu fais un pont. Fait qu'un pont, c'est durant la semaine de 5 heures à 8 heures. Si tu fais la fin de semaine 2 jours, donc un 8 heures à 8 heures le soir, ou si tu fais la fin de semaine de nuit, donc un 8 heures le soir à 8 heures le matin, ou c'était en mois de nuit, donc de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Dans le fond, généralement, on se fait vraiment appeler. Là, tu parles avec le résident senior. Tu lui dis que tu es là, puis est-ce que tu as quelque chose à me faire faire? Puis le résident senior, c'est toujours quelqu'un de chirurgie générale. Là, des fois, il va vouloir une rencontre, il va vouloir que tu l'appelles, ou il va juste te donner un transfert là, de la journée avec des patients ou des laboratoires ou des scans à valider là, pendant la soirée. Puis ensuite de ça, tu continues à avoir des appels durant la soirée là, par ta pagette. Puis là, tu réponds. Des fois, ça va être les infirmières à l'étage. Des fois, ça va être des nouvelles consultations qui sont au civière à l'urgence. Des fois, ça va être des nouvelles consultations qui sont dans les étages. Fait que c'est vraiment un peu de tout, puis dans toutes les spécialités. Généralement, on va aller faire les consultations, puis après ça, on va parler avec l'équipe traitante là, ou genre le résident qui est dans cette spécialité-là de base, là, juste pour être sûr que comme on a bien compris, puis qu'on valide le plan, puis que tout est beau. Puis des fois, les résidents seniors sont sur place, fait qu'ils viennent nous aider. Comme ça change vraiment d'une garde à l'autre. Des fois, il y a des gardes qui sont super occupés, des fois, il y a des gardes qui sont moins occupés. Puis en même temps, il y a aussi la médecine interne là, qui ont des gardes. Fait que des fois, ça peut être le fun, là, comme mettons, t'es en garde de nuit. Tu sais, un moment donné, on dirait que ça se calme là, vers comme minuit. Là. Soit que c'est le changement de chiffre ou comme les patients commencent à dormir puis se plaignent moins. Là. Fait qu'on se fait comme moins appeler. Fait que généralement, on fait juste comme tous se rencontrer au salon des résidents. Puis on parle, on a du fun, on fait de casse-tête, on soupe. C'est vraiment une belle ambiance. L'ORL, c'est quand même un petit milieu. C'est quand même pas beaucoup de résidents. Est-ce que il y a quand même un esprit de... Pas vous vous sentez chapeauté par vos co-résidents ou les seniors, mais est-ce qu'il y a quand même un esprit de... J'allais dire de famille. Il n'y a aucun autre mot qui me vient en tête. Mais oui, définitivement. Puis je pense que tous les programmes, peu importe que tu sois comme plus gros ou comme plus petit, là, juste en termes de nombre, là, si je peux dire, je pense qu'à l'Université de Montréal, on est quand même chanceux parce qu'on a vraiment comme cette mentalité rassembleuse. Puis moi, j'inclus vraiment l'ORL là-dedans. Je pense que les résidents, on s'entraide vraiment entre nous. On se texte, on a une question, on veut savoir comment justement se préparer pour tel examen ou comment se préparer pour tel stage ou des choses comme ça. Il y a toujours des résidents avec qui tu t'entends mieux, définitivement. Puis c'est sûr que tu vas leur poser plus la question à eux, mais on a un group chat, on envoie des blagues là-dedans, on envoie des choses. « Hey, à ne pas manquer, il y a un barbecue, là, on va y aller ensemble. » Ou « Hey, qui est dispo pour faire un souper ensemble? » Fait que, tu sais, juste avoir
cet endroit-là où ce qu'on peut tout discuter ensemble, ça nous fait comme vraiment un esprit familial. Puis je le ressens aussi dans les stages, puis même avec les patrons, là, on est quand même vraiment, vraiment proches là, des patrons, puis on n'hésite pas à leur parler, puis à les appeler, puis on les dérange vraiment jamais. Là. C'est vraiment une belle ambiance. Est-ce que vous voyez quand même, y a-t-il des journées pour où vous rencontrez? Y a-t-il quand même une certaine genre vie, pas vie étudiante, mais vie résidence, j'appelle ça de même. Bien, c'est sûr qu'avec l'horaire qui est quand même chargé, Mhm. on n'a pas nécessairement autant le temps que qu'est-ce qu'on voudrait, là, si on veut. Mais on a quand même été capable d'organiser quelques soupers là, ensemble, là, les soirs, durant la semaine, là, avec les gens qui étaient disponibles. Nous, les R1, au début de l'année, on s'était fait comme un souper. Des fois, il y a les fêtes de nos co-résidents, fait qu'on va aller fêter ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on va pas le faire à chaque semaine parce que on est fatigué, on a des stages qui sont demandants, on a des travaux à remettre ou on a de l'étude ou autre. Fait qu'on n'est pas capable de le faire tout le temps. Puis aussi, des fois, c'est bon de juste prendre le temps pour soi puis avec sa famille. Fait que je dirais que comme c'est pas possible pour toujours, toujours tout le Ouais. temps, même si on aimerait vraiment ça, mais c'est quand même faisable. Puis je pense qu'on a au moins l'intention de le faire. Fait que déjà là, juste avoir l'intention, des fois, ça part qu'on est 2. Après ça, on se ramasse au Café Veritas. Puis là, finalement, on est 5 au CHUM ou comme... Fait que ça c'est le fun. Puis au niveau de l'horaire, des vacances, tout ça, est-ce que en tant que résident, ça ressemble à quoi, mettons, les vacances, si je peux dire, ou le temps off, même le temps de congrès? Là? Écoute, même moi, au début, ça m'avait pris du temps à comprendre parce que c'est comme tout régit selon comme le syndicat. Là. Fait que, tu sais, notre association, là, puis à part le CHUM qui nous paye ou HMR qui nous paye et tout ça. Bref, notre convention collective. Fait que, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a un certain nombre de vacances par année. Que là, le chiffre il m'échappe. Puis, je pense que c'est 20. Sinon, on a aussi des journées de congrès, puis on a des journées d'études, puis on a des journées maladie. Fait qu'il y a comme plusieurs sous-catégories. Puis en gros, tu peux pas manquer plus que 25 d'un stage. Fait que par exemple, si tu es en stage de 1 mois, ben, tu peux pas manquer plus qu'une semaine. Si ton stage est de 2 mois, ben là, tu peux mettre 2 semaines, et etc., etc. Mais le but, c'est surtout de ne pas manquer 25 plus que 25 d'un stage, sinon il va être comme marqué comme non valide. Puis là, il va falloir soit que tu le reprennes ou je sais pas trop qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Fait que généralement, ça, c'est pour les vacances. Puis là, on doit l'entrer comme dans un portail. Ah, ben mettons, je vais en congrès, fait que je pars une semaine pour ce congrès-là. Fait que là, tu le marques d'avance. Il faut le marquer avec un certain délai, là, quelques mois, des fois. Là. Puis généralement, ça se fait vraiment accepter. Mais il faut juste que comme tu le prévois un peu plus d'avance. Puis aussi, si à la fin de l'année, tu n'as pas utilisé tous tes congés, tes choses comme ça, mais il y a un certain montant ou quantité que tu peux en fait transférer à l'année suivante. Là. Fait que comme ça, ils sont comme pas perdus. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour les congés vacances. OK, fait qu'il n'y a pas de temps seté, c'est un peu toi qui crée ton... C'est ça, ta c'est toi vacance, ok. c'est toi qui décides un peu de le faire. Puis généralement, on est comme encouragé à discuter avec les gens qui vont être dans notre stage pour pas que comme tout le monde prenne la dernière semaine de stage off, tu sais, pour pas qu'il y ait plus aucun résident sur le service. Mais tu sais, moi j'ai pas encore eu de problème avec ça là. Je suis chanceuse, mais ça, Ok. tu sais, généralement tu peux prendre vraiment tes vacances quand ça te tente. OK, Ouais. je savais pas. Puis justement, à la résidence, il y a des nouvelles politiques. C'est pas la même chose qu'à l'externat, justement, pour que ce soit pour les vacances, les congés et tout. Comment est-ce que tu as fait pour un peu naviguer ce nouvel environnement? Je suis pas sûre qu'on va. Dans le sens que... Ben, genre, c'est où que l'information est, Ouais. genre, parce que c'est tellement flou. Oui, je suis C'est d'accord où avec vous. que, tu sais, j'ai peut-être des résidents, des co-résidents en tête, mais comme si l'information est où, comme... Fait que pour avoir cette information-là, au début de l'année, on a comme une journée là, d'accueil de la faculté de médecine. Puis ça, c'est vraiment comme tous les programmes ensemble. Là. Fait que ce soit chirurgical, médical ou autre, là, tout le monde est comme dans l'amphithéâtre au CHUM. Du moins, nous, c'est ça qui est arrivé. Tout le monde était à l'amphithéâtre au CHUM. Puis on avait comme plusieurs présentations, dont une qui était sur les fameux congés puis ces affaires-là. Puis là, au final, tu essaies de comme gober toute l'information, puis là, tu es comme, oh mon Dieu, il va falloir que je lise le document qu'ils m'ont présenté. Puis en effet, le document, il est quand même long, là, mais tu peux toujours aller te référer si jamais tu trouves que, mettons, tu as trop de garde ou que, ben je veux être sûre, j'ai-tu le droit de prendre mes congés à ces dates-là? Tu sais, il y a toujours des petites règles de bas de page, là. Fait qu'il faut toujours juste aller voir comme dans ce document-là. Mais en général, les congés, c'est vraiment pas trop compliqué. Mais, tu sais, ça peut être comme le bon guide. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui remplace un bon ami dans la spécialité ou même nous, là, encore, là, des fois, on n'est pas trop sûr de certaines affaires. Puis, tu sais, on se texte, puis on s'aide, là, on s'appelle. Puis je pense que c'est la meilleure chose parce que
je vais jamais le lire, là, ce document-là, au final, mais je vais avoir comme toutes les informations avec mes co-résidents puis mes amis dans les autres spécialités. Est-ce que tu sens quand même que on se fait prendre par la main au début puis que slowly, la main se lâche ou c'est un peu comme la gueule du loup? Là? Mais je pense pas que c'est la gueule du loup, tu sais, ils savent là, qu'on est des pauvres R1, là, si je veux dire. Tu sais, le but, c'est pas de nous traumatiser depuis la journée 1, mais c'est sûr que, tu sais, en fait, ça doit dépendre des programmes, là, mais c'est sûr que, oui, on a l'information au début, là, avec l'Université de Montréal, mais comme n'importe quel cours, là, des fois, t'en as tellement là, que là, t'es comme « wow, j'ai pas comme tout compris ». Fait que là, il va falloir que je m'assoie sur le côté pour essayer de mieux comprendre. Puis là, des fois, t'as des petites questions qui vont arriver là, ici et là pendant que tu fais ton horaire ou pendant que t'es en 4e période. Puis là, il m'est arrivé telle chose ou j'ai une question pour, mettons, mon examen, je peux-tu prendre congé tel jour, puis ça. Fait qu'à ce moment-là, tu fais juste demander à tes co-résidents, puis je pense que c'est toujours la meilleure idée, si je peux dire. Oui. Puis, est-ce que tu aurais des conseils clés pour une transition externe vers la résidence, qui est quand même 2 mondes assez différents? Là? Bien, puis, mettons, je vais juste vous relancer la question. C'est quoi pour vous, à quoi vous vous attendez, mettons, de la résidence? Mais honnêtement, on n'a tellement pas d'idées. Puis c'est tellement flou. Tu sais, mettons, les deux, on est au préclinique, on n'a même pas fait l'externe encore, fait que c'est encore pire. Mais je vois tellement la résidence comme tu t'en vas à la job. Puis comme on attend de toi un certain genre rendement versus externat, que c'est comme plus dans l'apprentissage. Puis je sais que les résidences, c'est techniquement encore en apprentissage, mais on dit que de mes yeux, de mes deux, c'est comme ça que je vois la résidence, genre. Je vois aussi comme un jump un peu de responsabilité. Donc, externat, on est plus observateur, on est vraiment plus là pour apprendre. Alors qu'à la résidence aussi, non seulement on apprend, mais on est aussi une personne responsable et aussi clé pour les externes. Donc, comment juger, comment un peu s'adapter à ce nouveau rôle? Mais je pense en fait, premièrement, vous allez voir avec vos stages d'externat un peu au moins c'est quoi. Puis déjà là, je pense que on va se calmer. Vous allez être capable de comme plus respirer, là, parce que c'est vraiment pas si pire que ça, honnêtement. Mais c'est sûr que c'est une adaptation au départ. En fait, moi, la plus grosse adaptation que j'avais, c'était la fameuse pagette, comme on a parlé tantôt. Là. Le fait de se faire appeler, texter. Tu sais, si t'es sur une garde, là, puis en tout cas, au CHUM, on a quand même plusieurs textos. Puis des fois, c'est des textos en même temps. Puis des fois, tu es comme en train de faire une nouvelle consultation à l'urgence. Puis par le temps que tu as fini ta consultation, tu regardes ton cellulaire, tu as 10 appels manqués, mettons, ou tu as 10 textos manqués. Mais c'est pas grave. Au final, si c'était super urgent, il y aurait marqué stat à côté. Fait que tu fais juste prendre un certain moment. Puis moi, je les appelle toutes d'une shot. Je les appelle, oui, allô, c'est quoi le nom de la patiente, son numéro de dossier, quel service, quelle chambre, pourquoi vous m'appelez? Est-ce que le patient est stable? Oui, non? Parfait. Donc, je vais passer à peu près dans 15 minutes ou je vais passer dans 1 heure ou vous voulez telle prescription? Parfait. Je me renseigne un peu sur le patient. C'est juste une pilule, mettons, pour dormir ou parce qu'elle a encore un peu de douleur. Je me renseigne encore un petit peu pour être sûre que c'est safe. Puis des fois, je fais la prescription au téléphone. Puis ensuite de ça, quand je vais avoir comme fini les choses un peu plus urgentes, je me le mets comme dans ma feuille. Puis je vais retourner voir le patient juste pour être sûre que tout est beau, tu sais. Parce que j'ai quand même fait moi, je trouve personnellement que quand je me fais appeler pour un patient, j'essaye de toujours au moins aller le zioter. Que ce soit de loin, de proche, je veux aller le voir pour être sûre que comme tout est beau. Puis après ça, ben le reste, on dirait que ça se fait comme, ça se développe tout seul. Mais je me rappelle très bien, là, ma première garde, j'étais de nuit avec mon co-résident. Puis les deux, on était un peu terrorisés. C'était la première fois qu'on recevait la pagette. Puis tu sais, c'était comme je pense, le 3 juin, le 3 juillet, là, parce qu'on commence le 1er juillet. Puis là, on venait juste de finir comme tous nos fameux cours de comme urgence en tel service, puis tout ça. Puis là, on pense qu'on est prêt, mais tu sais, dans le fond, on s'en rappelle pas nécessairement, mais on sait qu'on l'a dans le fond de notre cellulaire, là, tu sais, si on en a besoin. Puis, tu sais, on se faisait appeler. Puis là, au départ, il y en avait vraiment beaucoup, mais au moins, on était 2. Puis je pense que ça, c'est primordial. Là. Les résidents seniors, ils savent. Quand on est dans nos premiers mois, ils savent, puis ils viennent nous aider. Puis même, j'avais tellement aimé ça, là, la senior, elle nous avait dit, là, hey, moi, là, le premier mois, je dors toujours à l'hôpital parce que je sais que vous êtes là, puis genre, je veux vous aider. Puis tu sais, même si c'était pour des petites questions, là, elle était comme, n'hésitez pas à m'appeler. Puis ça, je pense que ça avait vraiment fait la différence. Puis c'est exactement ça que je voudrais reproduire là, quand je vais être résident senior. Là. Juste de sentir qu'il y avait une présence qui était là. Elle venait pas nécessairement voir tous les patients, mais je sais que je me sentais pas mal de la déranger s'il y avait comme quelque chose. Puis sinon, après ça, là, ça devient juste comme seconde nature. Je vous le dis, là,
souvent, les appels sont pas mal pour les mêmes affaires. Puis sinon, tu as tes amis en médecine interne, là, tu vas t'en faire des amis, là, ben eux avec. Puis eux aussi, là, même chose, des fois, ils viennent nous poser des questions là, sur des choses chirurgicales là, qu'ils savent vraiment pas, ou des drains, ou des affaires comme ça. Je trouve que c'est justement la collaboration, là, ça t'aide, puis tu sais, t'apprends, eux, ils apprennent, puis ça met tout le monde comme... On diminue le niveau de stress, puis ça fait juste passer une belle soirée. Fait que moi, je pense que c'est comme le plus gros adaptation, là, si on veut, là. Mais pour vrai, c'est pas si pire que ça. Puis après ça, quand tu es dans les stages, ben, tu sais, juste de savoir un peu ta place. Fait que de toujours parler au moins avec une personne là, dans chaque stage, là, surtout quand tu es dans des stages ectopiques que tu n'as jamais vraiment rencontré ces personnes-là. Juste savoir un peu, hey, qu'est-ce qui est attendu de moi? Comment ça fonctionne dans le service? Est-ce que c'est je vais en salle d'op ou je vais en clinique aujourd'hui ou c'est moi qui choisis ou je prends les appels? Tu sais, juste savoir un peu le fonctionnement. Déjà, là, ça va comme mieux te guider, mieux savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis ça va faire que tu vas passer un beau stage. Ouais. Et s'il y avait une chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer la résidence, qu'est-ce que ça serait? Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment quelque chose tant que ça que j'aurais aimé savoir, sauf que je vais vraiment avoir du fun puis que c'est vraiment stimulant. Je pense que c'est vraiment ça. Tu passes de externe à résident avec, oui, plus de responsabilités, mais c'est des responsabilités le fun. Puis tu es en apprentissage, puis tu es entouré d'une super belle équipe. Fait que je pense que la transition vers la résidence, c'est juste vraiment stimulant. Puis est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit autant stimulant ou ça t'a comme vraiment surpris, mettons? Non, je pense que c'était comme égal. Tu sais, dans le fond, c'était à ça à quoi je m'attendais parce que c'est ça que je voulais faire. Puis, tu sais, au fur et à mesure que je vais dans chacun de mes stages, ça fait juste confirmer. Puis même quand je suis de garde, puis même de garde de nuit, ça fait juste confirmer que je veux vraiment faire de la chirurgie, puis que j'aime vraiment ça, puis que j'irais dans toutes les salles d'op si c'était possible, puis que même faire des consultations pour n'importe quel type de département, c'est vraiment ça qui me fait comme triper, puis j'aime ça, être avec cet environnement-là qui va un peu vite, puis qui aime ça, prendre en charge des patients, voir la réalité concrète de leur traitement après. Fait que moi, ça m'a juste comme confirmé que j'étais au bon endroit. Mais merci beaucoup. Donc, c'est ça qui va conclure notre épisode. Merci, Ellie, d'être venue. Puis avant de conclure, on voudrait aussi remercier l'AMOM pour leur soutien financier. Puis, c'est ça. Donc, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'était vraiment le fun. Merci à vous. Puis un super beau podcast, pour vrai. C'était vraiment le fun. Merci. Super, merci.